On a compris qu'on pouvait réduire le temps de réponse sur incident grâce à ces analyses poussées, mais pourrait-on aussi éviter les attaques en mettant en œuvre des best practices, des petits quick wins finalement d'anticipation? Et si on regarde juste une facette de l'Internet avec le web, nous allons en discuter justement avec Florian Pitans et sa proposition autour de futurs services web sécurisables. Florian Pitans, vers des services web sécurisés par défaut. Nous t'écoutons, bienvenue à toi. Merci, merci à vous tous d'être venus à cette présentation. Donc, comme l'a dit Simon, on va parler de sécurité web ce coup-ci. Donc, on a eu pas mal de focus sur les aspects malware, les aspects pièces jointes, email, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, on va essayer plutôt de s'orienter sur le côté serveur, et notamment avec un concept de sécurité par défaut. Donc, avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Florian, j'ai 28 ans. J'ai un parcours assez classique en sécurité informatique, dans le sens où j'ai commencé par faire un master en sécurité informatique à l'université de Limoges, donc le master Cryptis. J'y reviendrai là-dessus. J'ai une petite info sympa sur ce master. Ensuite, le ministère des Armées est venu faire sa propagande, donc j'ai accepté volontiers de postuler. J'étais sur un poste auditeur, donc auditeur technique en sécurité des systèmes d'information. En fait, on me donnait des systèmes, donc au sens large, hein, ça pouvait être des configurations, ça pouvait être des logiciels en boîte noire, boîte blanche, boîte grise. Et donc, je devais dresser des rapports de vulnérabilité et éventuellement dire comment on peut les corriger. Donc, c'était vraiment très sympa. D'ailleurs, je sais qu'il y a des étudiants qui sont ici aujourd'hui, et je vous conseille fortement de postuler dans une entité du ministère des Armées. C'est très formateur, notamment sur le plan technique. Donc, si la sécurité vous intéresse, foncez. Puis ensuite, j'ai voulu un petit peu changer et notamment essayer de partager mes connaissances. Donc, j'ai rejoint une école qui s'appelle Intech Sud pour être précis. Donc, une école d'ingénierie informatique qui a des campus un peu partout dans le Grand Sud, donc avec deux filières, une filière ingénierie logicielle et une filière système et réseau. Point important sur cette école, peut-être à évoquer, c'est que il y a une pédagogie par projet qui est faite. Donc les étudiants ont de vrais projets concrets pendant la moitié de leur temps, et l'autre moitié du temps, ils ont des cours classiques. Et donc j'exerce actuellement le rôle de responsable de la filière système et réseau, en plus des cours évidemment. Et puis je vais me tourner vers un projet ambitieux, donc le projet Bunkerity, où j'aimerais bien en fait allier entrepreneuriat et open source. Donc je vous montrerai un des exemples de projets qu'on essaye de mettre en place. Donc avant de partir sur le vif du sujet, on va partir d'un constat, et le constat est le suivant, c'est que qu'on soit un simple utilisateur qui visite un site web, qu'on soit un serveur qui soit consommateur d'une API, ou même qui va chercher des infos sur notre service, ou même un objet, une tablette, un téléphone, bah, le dénominateur commun dans toute cette histoire, ça va être le protocole HTTP, d'une part, et d'autre part, les services web qui utilisent ce protocole HTTP. Donc, je pense que vous êtes tous au courant, mais du coup, ça met en évidence une porte éventuelle pour des attaquants. Et donc, la question est de comment je fais en sorte de sécuriser tout ça. Et étant donné que c'est un service qui est omniprésent, il faut peut-être que je le sécurise en priorité. Omniprésent et en plus disponible souvent sur le net, donc une raison de plus. Donc en sécurité, on a bien se poser des questions avant de partir tête baissée sur les aspects défensifs. Donc une des premières questions qu'on peut se poser, c'est contre qui je me protège. Donc par exemple, ça peut être des hackers étatiques qui vont avoir énormément de ressources humaines, financières, de très grandes compétences techniques, du temps. Donc voilà, on va dire que ce sont les groupes les plus compliqués contre lesquels on va devoir se défendre, mais ça va aussi jusqu'au scriptid qui va tout simplement lancer un code qu'il aura trouvé sur Internet. Si ça ne marche pas, il va changer de cible. Bon. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment je me protège. Et souvent la question qui va revenir, c'est est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le temps et les moyens de me protéger? Est-ce que j'ai des compétences en interne? Est-ce que je suis une grande entreprise qui peut me permettre d'avoir une équipe dédiée à la sécurité? Est-ce que je peux faire appel à des prestataires externes? Est-ce que je peux me permettre d'avoir des outils payants? Ou tout simplement utiliser des outils gratuits? Plutôt que de se poser toutes ces questions-là, en fait, on peut réfléchir un peu et prendre un peu de hauteur. Et si justement on réfléchit, on peut se dire,
Dans tous les cas, j'ai un service qui est exposé sur Internet, donc il faut que je le protège à minima et surtout à moindre coût. Parce que voilà, je ne suis pas forcément une grande entreprise, je suis peut-être une PME, ou alors je suis peut-être prestataire d'une PME, mais voilà, ce qui revient à peu près au même, on n'a pas des moyens infinis. Et donc plutôt qu'à chaque fois rentrer dans une démarche d'analyse de risque, peut-être essayer de voir la sécurité comme une étape indispensable et aller vers une sécurité par défaut. Bon, la première des recommandations, elle va être, je vais enfoncer une porte ouverte, mais ça va être plutôt la sécurisation côté client en fait, hein, parce qu'au final, donc ça va être avec le protocole HTTPS. Donc maintenant, on n'a plus aucune raison de ne pas mettre du HTTPS parce que c'est gratuit, pour la première des raisons. Donc il fut un temps où il fallait payer pour générer et renouveler des certificats, mais bon, cette époque est révolue, donc on dit merci qui? On dit merci Let's Encrypt. On peut même l'automatiser, donc il y a un outil Certbot qui nous permet de manière automatique, en ligne de commande, de générer un certificat et de le renouveler avant qu'il arrive à expiration. Et en plus, si on n'a pas la main sur notre propre infra, c'est souvent intégré chez les hébergeurs. D'ailleurs, les hébergeurs doivent être contents d'avoir un outil tel que Let's Encrypt parce que ça leur fait pour eux un argument marketing, de dire bon, ben, on vous donne le HTTPS de manière gratuite. Bon, ça ne suffit pas totalement. Il y a quelques bonnes pratiques. Par exemple, ne pas oublier de rediriger le HTTP vers le HTTPS. On tombe encore sur des sites qui offrent la possibilité de se connecter en HTTP, mais qui offrent aussi la possibilité de se connecter en HTTPS. Donc, il faut bloquer l'accès en HTTP et rediriger vers la partie sécurisée. On peut mettre en place ce qu'on appelle le Strict Transport Security, qui va permettre en fait au navigateur, une fois qu'il a visité un site, en HTTPS, la prochaine fois qu'il visite, même si l'utilisateur a tapé HTTP ou a cliqué sur un lien sur lequel il manquait le S, de manière automatique, le navigateur va quand même envoyer la requête en HTTPS. Bon, évidemment, ensuite, tout ce qui est configuration TLS, donc utiliser TLS 1.2, 1.3 avec des bons algos de chiffrement. Et donc on en est encore en 2020, bientôt en 2021, à se demander pourquoi certains sites sont encore en HTTP, alors que bon, on a une méthode gratuite et facile à mettre en place qui nous permet d'avoir du HTTPS. Et par exemple, le site du Master Cryptis, donc qui est censé être un master spécialisé en cybersécurité, qui est toujours accessible en HTTP. Donc ça, c'est pour la partie cliente. On va passer maintenant à la partie serveur. Donc une première... Ah, je crois qu'il y a eu un bug avec la présentation, c'est pas grave. Une première des mesures, c'est de vérifier l'adresse IP en fait, de la personne qui essaye de nous contacter. Donc si on prend l'exemple d'une entreprise française qui a des clients principalement français, même totalement français, donc une PME par exemple, qui dispose d'un site web avec éventuellement un espace client, éventuellement la liste des services qui sont proposés par l'entreprise, bon, peut-être en utilisant un CMS tel que WordPress. Bon, il va y avoir plusieurs clients qui vont se connecter. Les premiers clients, ça va être ceux qui sont légitimes, qui viennent de la France et qui vont être autorisés à se connecter. Première question à me poser, c'est si j'ai un client qui vient mais de notre pays, avec une adresse IP attribuée à un autre pays, est-ce que je l'autorise à se connecter, sachant que moi, ma cible, c'est seulement les Français, puis en plus, éventuellement dans un périmètre bien déterminé. Ensuite, je peux avoir des adresses IP qui sont réputées comme étant malveillantes. Donc, par exemple, si ces adresses IP ont déjà attaqué d'autres sites par le passé, donc on a des blacklists en ligne qui nous permettent de vérifier tout ça. Donc ça, pareil, c'est très facile à mettre en œuvre et ça ne coûte rien. Même de manière générale, je peux me poser une autre question, parce qu'en fait, je vais pouvoir différencier deux types d'adresses IP. Soit l'adresse IP est dite résidentielle, ce qui signifie que c'est une adresse IP qui a été assignée à une personne. Par exemple, voilà, c'est une adresse IP qui a été donnée de la part de Free, de SFR, de Orange, donc une adresse IP qui semble légitime, ou alors une adresse IP qui a été assignée à un serveur. Donc, est-ce que j'autorise, par exemple, des serveurs de chez OVH, de chez Azure, de chez Google à se connecter à mon site web? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que ce type de serveur-là se connecte à mon site web? Bon, après, c'est un autre débat. Il y a le débat de l'anonymat. Est-ce qu'on autorise, est-ce que les clients qui visitent mon site web sont-ils obligés d'utiliser un VPN? Est-ce qu'ils sont dans un pays autoritaire? Bon, ça, c'est encore un autre débat, mais parce que certains diront que oui, même si c'est un site web de plomberie, du plombier du coin, j'ai quand même envie d'utiliser un VPN, mais bon, c'est aussi utilisé par les attaquants.
Bon, admettons qu'on ait mis en place voilà, un premier contrôle sur l'adresse IP, que l'attaquant arrive quand même à nous envoyer des requêtes. Bon, on a encore, on rend pas les armes, hein, on a encore des choses qu'on peut mettre encore une fois à bas coût et facilement, des choses qu'on peut mettre en place. Donc à savoir, un attaquant, quand il va essayer des attaques web, les attaques web visuelles, on va pouvoir obtenir des signatures, des patterns, des schémas, en fait, dans la requête HTTP qui va envoyer ou dans la réponse qui va être générée par le serveur web. Et ces signatures, on peut essayer de les détecter avec un outil qui s'appelle le WAF. Donc en fait, c'est un pare-feu applicatif, contrairement au pare-feu réseau qui regarde plutôt les métadonnées. Le pare-feu applicatif est censé regarder le contenu de la requête ou de la réponse. Et ce WAF, en fait, va permettre de bloquer. Il va permettre de bloquer si jamais il détecte qu'il y a des éléments qui paraissent vraiment suspects. Ça tombe bien, encore une fois, on a un outil, Mode Security, qui est présent depuis pas mal d'années, donc qui est compatible avec les serveurs web les plus utilisés. Donc, en plus d'être open source lui-même, donc il marche avec un système de règles, on a aussi des règles qui sont elles-mêmes open source, des règles qui permettent de couvrir les attaques usuelles sur les services web, donc le CRS. Et si en plus c'est pas suffisant, qu'on a un site qui est un petit peu personnalisé, on peut créer nos propres règles justement pour éviter les faux positifs ou les faux négatifs. Bon, encore une fois, scénario catastrophique, ok, le contrôle sur l'adresse IP ne suffit pas, le WAF ne suffit pas, l'attaquant arrive quand même à passer ce pare-feu applicatif pour essayer des choses sur le service web. À savoir, c'est que l'attaquant, quand il va faire ça, il va y avoir des traces qui vont être générées dans des fichiers d'événements, et ces traces, c'est vraiment une mine d'or d'un point de vue défense, parce qu'on va pouvoir un petit peu analyser ce qui a été fait. Donc, entre autres, en HTTP, on va avoir des codes d'erreur, des chemins, on va voir la date, l'adresse IP, par exemple. Et en fonction de ces événements, on va pouvoir en déduire des choses. Et encore une fois, un nouvel outil open source qui s'appelle Fake2Ban. Alors, on ne réinvente pas du tout la roue, hein, c'est vraiment... il n'y a pas d'intelligence artificielle, de machine learning. On utilise des solutions qui sont concrètes et pragmatiques. Donc, grâce à Fake2Ban, en fait, on va pouvoir de manière automatique analyser les fichiers d'événements et réaliser et réaliser des actions en fonction. Donc, par exemple, si on a trop de code d'erreur pendant une période donnée, on va bloquer l'adresse IP. Si en plus on repense au contrôle de l'adresse IP dont on a parlé avant, en fait, en bloquant l'attaquant, en lui bloquant son adresse IP, ça va le forcer en fait à revenir avec une autre adresse IP. Et si on avait déjà un contrôle fort sur ces IP, peut-être qu'à force il va se lasser. Donc peut-être qu'on va avoir l'avantage psychologique sur lui. En imbriquant plusieurs couches comme ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué pour lui. Et peut-être que si c'était un attaquant qui tombait dans la catégorie des script kiddie ou alors des petits cybercriminels, peut-être qu'il va se lasser et qu'il va passer à une autre cible. Alors pour aller encore plus loin que ces outils-là, on peut aussi se poser une autre question. On sait que les attaquants vont utiliser des outils automatiques. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de les duper? Alors, plutôt que de les duper, ça serait aussi de les détecter. Alors comment faire ça, en fait? Comment on peut différencier un client, un navigateur légitime, du style Firefox, Chrome, etc., d'un outil automatique? On peut essayer de le challenger. Le premier des challenges, donc vous voyez un cookie, en fait, c'est de lui envoyer un cookie HTTP et de vérifier si à la prochaine requête, il nous renvoie bien le cookie. Alors ça paraît vraiment tout bête, mais il y a énormément d'outils automatiques qui sont open source, qui ne prennent même pas la peine de renvoyer les cookies qui ont été mis sur les serveurs web. Donc ça peut marcher dans certains cas. On peut aussi demander au client d'exécuter un certain code JavaScript, donc un calcul, quelque chose d'assez basique. Et par chance, si l'outil automatique n'inclut pas un interpréteur JavaScript ou n'embarque pas un navigateur en ligne de commande, peut-être qu'on pourra détecter qu'il n'a pas exécuté le code JavaScript, qu'il ne nous a pas donné le challenge qu'on lui a demandé de résoudre, et donc du coup on pourra le bloquer. Autre solution, c'est aussi de demander au client de remplir un CAPTCHA. Alors bon, ça c'est pareil, ça porte aussi à débat, parce que d'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas top. Par contre, on peut imaginer ça, de demander un CAPTCHA texte à l'utilisateur, on peut imaginer le faire quand on a des doutes sur cet utilisateur. Si de manière automatique, on a un doute sur l'adresse IP, mais on n'est pas sûr,
Si en plus on a détecté qu'il a fait quelques tentatives d'attaque, ben, on peut essayer de le ralentir en lui mettant le CAPTCHA et le forcer en fait à remplir ce CAPTCHA. Justement, en parlant de CAPTCHA, il y a Google qui a fait un formidable travail sur son RAW-CAPTCHA, et notamment dans la version 3, parce que maintenant, ils arrivent à détecter, enfin, plus ou moins, des robots sans même avoir l'interaction en fait, d'un utilisateur. Donc le RAW-CAPTCHA V3 est totalement invisible. Normalement, il est principalement utilisé lors de l'envoi d'un formulaire, mais on peut imaginer le mettre avant l'accès total à un site web. Donc avant même de pouvoir accéder au site web, ils doivent passer le RAW-CAPTCHA V3, et si le test est concluant, on leur donne accès au site web. Sinon, on coupe l'accès. Donc pour montrer que tout ça est facile à mettre en place et que de manière concrète, on peut le faire, donc j'ai mis en place une preuve de concept, donc une image Nginx bunkerisée. Donc l'idée c'est une image Docker. Qu'est-ce que Docker? En fait, Docker c'est un outil qui va permettre de gérer ce qu'on appelle des conteneurs. Les conteneurs, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire vraiment très rapide, c'est un petit peu comme des VM mais orienté service. Par contre, c'est beaucoup moins sécurisé que des VM parce qu'on partage entre autres le noyau de la machine hôte. Donc voilà. Par contre, bon, c'est beaucoup utilisé pour la mise en production, pour tester facilement des. Tester des choses. Ah pardon, j'ai cru que j'étais déconnecté, je ne suis pas déconnecté, non? C'est Équipe Aquitaine qui a été déconnectée. Est-ce qu'on peut me confirmer? Ok, ouf, merci. Je croyais que c'était moi. Docker est un peu moins sécurisé, mais il est très pratique à utiliser, notamment pour la mise en production de ces services. Notamment, on peut le coupler avec Kubernetes, je pense, etc. Donc là, vous avez la liste de fonctionnalités. Plutôt que d'en parler pendant 30 ans, je vous propose de directement aller voir sur le GitHub. Vous avez le lien ici, donc c'est open source. Accessoirement, donc j'avais prévu une démo aussi initialement. Je vous passe le lien. L'idée, en fait, c'est de montrer que, oui, on peut bloquer les outils automatisés de manière assez simple. Et donc, c'est un petit GIF qui montre ça facilement. Donc, en conclusion, je dirais que, en fait, on a plein d'outils. Si on réfléchit, on a plein d'outils qui sont à notre disposition. Des outils open source, des outils qui ne nécessitent pas forcément d'avoir énormément de compétences, vu qu'ils sont déjà traités. Enfin, voilà, on va dire que les bonnes pratiques les traitent déjà. Et donc, il serait vraiment intéressant pour nous tous d'aller vers cette sécurité par défaut et de même plus réfléchir et de se dire, tiens, j'ai un service en ligne, je vais essayer de le mettre avec une sécurité minimale. Merci Florian.